Sunday Night Production. Voyage, vélo et aventure, va te tirer une bûche et installe-toi confortablement, tabarnak. Et oui, aujourd'hui c'est un épisode inédit pour l'actu Full Gas qui va dans les coulisses du Grand Prix de Québec et Montréal. L'actu Full Gaz, retrouvez toute l'actualité du cyclisme avec la tête dans le guidon. Salut les amis, resserrez vos chaussures, rentrez les épaules et gardez la tête dans le guidon. Bienvenue dans le podcast l'actu Full Gas présenté par LTDG depuis Québec. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Greg va nous raconter son voyage qu'il a fait au Canada au début du mois de septembre pour les Grands Prix de Québec et Montréal. Du coup, c'était une superbe expérience et du coup, je vous laisse avec Grégoire Dupassé qui vous parle un peu en direct. Salut les amis, très heureux de vous retrouver pour un nouveau épisode hors série de l'actu Full Gaz. Et aujourd'hui, on est effectivement à Québec, au Canada, pour suivre les deux classiques UCI World Tour, les deux seuls sur le continent nord-américain d'ailleurs. Vous avez bien compris que c'était une voix enregistrée, préenregistrée sur place. Et du coup, nous, ce qu'on voulait faire aujourd'hui, c'est un peu un throwback, un souvenir, vous expliquer comment ça se passe ces courses de Québec et Montréal. Et donc voilà, on est de retour en studio. Grégoire, j'espère que t'as la forme, toi. Bah ouais, ça va, je suis très content d'être ici et je suis très content, tu sais que c'est un peu l'aventure qui me tient à cœur de le raconter et tout. J'étais tout seul là-bas, pourquoi t'étais pas là d'ailleurs? Bah moi j'étais pas là parce que il faut savoir que j'avais repris mes cours à Lille et du coup en voulant faire de bonnes études et bah j'ai décidé de pas aller à Québec et Montréal et laisser l'opportunité à Grégoire d'y aller grâce à IP Media qui organise ces superbes courses qui sont Co-organise, ouais, co-organise l'organisation, ouais. Deux très belles courses World Tour au Canada, Québec et Montréal et un beau défilé, surtout une bonne ambiance. Mais Grégoire, ça je vais te laisser t'en parler parce que c'est un peu tout ce qu'on veut se poser. C'est vrai que tu m'as expliqué que l'ambiance là-bas est différente d'une autre course World Tour de la saison, c'est ça? Ouais, mais déjà on va commencer par le commencement, tu sais, le départ en août après le Tour de France quand on rencontre Yves sur le Tour de France, qu'on lui dit ouais, tu t'en souviens, c'était à Bayonne, je sais pas si tu t'en souviens. Si, je m'en souviens très bien. Et on lui avait dit ouais, faut que tu nous envoies à Québec. Il fait ouais, bon, on verra les gars et tout. Et au final il nous avait rappelé et il nous y avait envoyé. Donc on a été invités, c'était génial. On était sur place là-bas pour créer du contenu et on vous a préparé plein de contenu. D'ailleurs là je suis en train de monter les vidéos YouTube en ce moment, une série de entre 5 et 7 vidéos sur le voyage et les coulisses là-bas des courses et de comment se déroule tout ce voyage au Canada, mais avec beaucoup de culture aussi au final. Ouais, mais c'est ça, moi j'ai hâte de voir ça parce que mine de rien je suis comme vous et c'est pour ça que je vais prendre dans ce podcast un peu votre vision pour poser plein de questions sur ce voyage au Canada. J'ai eu pas mal d'échos, mais c'est vrai que t'étais dans les coulisses avec les pros, t'es allé voir les mécanos, t'es allé voir l'organisation, t'as vu les vainqueurs. Déjà, tu parlais des coulisses déjà dès le départ dans l'avion, quand on est parti de Paris, c'était le 5 septembre je crois, et genre on était vraiment dans les coulisses, genre dans l'avion il y avait tous les pros, genre j'étais avec la Cofidis, il y avait AG2R, il y avait l'Alpecin de Koenig, Ineos, après il y avait 2-3 coureurs d'équipe qui venaient tout seuls de leur côté. Je pense à Michael Matthews qui s'est retrouvé aussi dans le car avec nous, tu vois, qui est pas venu avec la Jayco, ils sont venus chacun séparément. Mais ouais, déjà c'était assez exceptionnel. J'ai des anecdotes de dingue. Je sais pas, ouais, par exemple, croiser Aurélien Paré-Pente dans l'avion. Ah, salut, ça va et tout. Qu'est-ce que tu fais là? Mais t'es invité, trop cool, on va s'amuser. Les copains de la Cofidis, pareil. En sortant de l'avion, en arrivant au Canada, j'attendais dans la queue pour les toilettes et il y a Guillaume Martin qui vient me voir, il fait ah, vous êtes là et tout, c'est trop cool, ouais, que vous arrivez à être ici, trop gentil, tu vois comment il est Guillaume. Ouais, ils sont super sympas. Mais très psychologique. C'est un monde où les gens sont bienveillants et en fait c'est un petit milieu le vélo et tout le monde est très gentil et surtout les pros français sont très accessibles. On l'a vu sur les courses, d'ailleurs je pense qu'il y en a quelques-uns qui nous regardent. Merci de nous accueillir comme ça parce que nous à la base on n'est pas coureurs et c'est vrai que d'être accepté par ces coureurs pros sur les courses, alors c'est génial. Ouais, c'est toujours touchy ce sujet, ouais, parce que vraiment. c'est ce que je dis tout le temps. En fait, vu qu'on en parle tous les jours des professionnels, tu te dis, bah, il y a bien un moment où il y en a un, il va me détester sur ce que j'ai dit sur lui. Ouais. Et au final, ça passe plutôt bien pour le moment, donc tant mieux. Ouais, on les a pas trop taillés encore, mais faites gaffe à vous là. Parce que j'imagine que t'es vraiment en intimité avec les coureurs, non? Ouais, bah carrément, c'est fou. Bah on arrive, du coup on était là-bas, donc 2 avions pour l'organisation qui emmène toutes les équipes parce que le vélo c'est vraiment européano-centré, tout se passe en Europe. Du coup 2 avions qui partent d'Europe, qui arrivent aux États-Unis, qui partent de Paris, qui arrivent avec tout le peloton professionnel. Au Canada. Ouais, c'est vraiment une délégation quoi, c'est une classe verte quoi. Ouais, ça fait vraiment, on y revient à cette notion de colonie de vacances, mais ça fait vraiment ambiance colonie de vacances. Et du coup, on arrive tous là-bas, donc il y a 2 avions pour emmener toute l'organisation, les journalistes, le créateur, j'étais le seul, du coup on était les seuls, le TDG, mais et les équipes, les staffs, ça fait quand même beaucoup de monde à déplacer. Et puis après, il y a d'autres avions qui dans la nuit arrivent avec les vélos pour les mettre, mais ça on va y revenir. On arrive dans un gros hôtel, on arrive d'abord à Montréal, ensuite on prend un car pour Québec, à peu près 2h30, et là on arrive enfin dans l'hôtel avec après un peu plus de, je dirais entre une dizaine d'heures de voyage avec le car compris, tu vois.
Et on arrive là-bas, énorme hôtel déjà magnifique, on était trop bien logés. J'étais avec Capucine là-bas et c'était trop bien. Ouais, je vais revenir là-dessus, je te coupe juste parce que du coup moi je suis pas venu et du coup comment t'as fait pour te filmer, pour te mettre en scène? T'as été aidé par Capucine Capucine qu'on a travaillé pas mal avec elle sur des événements, qui nous a pas mal aidé cette année et qui était du coup c'était une belle récompense pour elle de nous suivre C'était un à kiff. Québec et Montréal. Ouais, et c'est du une coup, pote maintenant, Capucine. ouais, c'est une pote. C'est plus une collaboratrice. Oui, et oui. du coup, c'était trop cool. Elle était là pour faire des photos, pour faire des vidéos pour justement le YouTube et tout. Et pour kiffer et pour aussi faire des photos avec l'orga. En fait, on s'est trop bien entendu avec l'orga, mais on y reviendra plus tard. Vraiment, l'arrivée dans l'hôtel. Je vais juste cadrer le truc sur Capucine. C'est vrai que vous voyez le TDG, deux petits gars qui courent partout, qui font des vidéos. Je sais pas si vous avez eu l'occasion de nous croiser sur les événements ou si vous avez juste vu nos contenus sur les réseaux sociaux. Mais il faut savoir que voilà, nous, on s'est devenu un notre métier à plein temps et du coup, on essaie de proposer des contenus de mieux en mieux, de meilleure qualité. Donc forcément, on s'entoure et comme une petite entreprise, on essaie de trouver des bons collaborateurs pour avoir des bons montages, des belles photos, pour vous faire kiffer un maximum et vous faire vivre de l'intérieur le peloton professionnel quoi. Ouais. Et les autres sports d'outdoor, on va en revenir cet hiver, on va aller faire du ski. Je te laisse continuer sur ton arrivée à l'hôtel au Canada, parce que je crois que l'hôtel était fantastique. Ouais, il était exceptionnel. Puis, genre, ce que je dis, vraiment, Gaudry, moi, j'ai mon souvenir de l'arrivée à l'hôtel au Canada, c'est prendre l'ascenseur pour monter au 12e étage, un truc comme ça, 10e étage. Wow. Et c'est vraiment un énorme hôtel. Et je me souviens être rentré dans l'hôtel, dans l'ascenseur, et il y avait Arnaud Delis et la Lotto Destiny, quoi. Et là, je me suis dit, ok, ça va être vraiment délire. Et ça l'a été au final, ça l'a été. Donc premier jour on s'est installé, on a visité un peu Québec, mais pour plus de précision, il faudra aller voir les vidéos YouTube pour voir tout cet aspect découverte de la ville. Et franchement c'était un grand kiff. Parce que du coup, ce qui se passe, c'est que tout le monde est logé dans le même hôtel, c'est ça? Ouais, à tel point que tu vois, tout le monde est logé dans le même hôtel, à tel point que le deuxième jour, moi je suis parti avec une voiture presse parce que en gros les pros sont allés faire un petit tour de vélo pour se dégourdir les jambes le mardi sur l'île d'Orléans, donc l'île de l'autre côté du canal Saint-Laurent là. Du fleuve Saint-Laurent à Québec. Et en gros, dans la voiture, j'étais avec Marion Rousse et il y avait deux photographes et le CM de l'événement Grand Prix Cycliste Québec et Montréal. Et c'est là que j'ai compris que c'était vraiment exceptionnel, quoi, parce que j'étais avec Marion par exemple et on voulait prendre des photos des coureurs ou avoir des images pour la vidéo YouTube ou pour nos contenus sur les réseaux sociaux. Et là, Marion, elle envoie un message à Julien qui est sur le vélo. Elle lui dit ouais Julien, est-ce que tu peux activer ta localisation, comme ça on sait où t'es, on vient te chercher en voiture. Et c'est là que j'ai compris vraiment le délire du truc, genre. Ouais, c'est ouf. C'est vraiment être dans l'intimité de tout ce monde du cyclisme, parce que je parle pas que des pros, il y a aussi toutes les personnes tout l'univers du vélo, tout ce qui entoure le monde du vélo, l'organisation, les community managers, les bénévoles, les mécaniciens, les journalistes comme Marion. En parlant des mécaniciens, il faut savoir que un truc qui m'a grave choqué à Québec et Montréal, c'est que vu qu'il n'y a pas de place et qu'ils font délocaliser tout le World Tour, c'est compliqué. Enfin, il n'y a pas de, tu sais, les camions qu'on a sur les paddocks, les cars d'équipe, où tu peux mettre les vélos, ou alors où t'as tout le staff, genre un paddock. Et du coup, le paddock, tu sais où il était là-bas? Ouais, je sais, il était dans la cave, c'est ça. C'est la Batcave. C'est pas la cave. Moi, j'appelais ça la Batcave parce qu'on aurait dit vraiment le truc de Batman où il y avait tous les équipements et tout. Ça faisait un truc de super-héros. Mais c'était en fait au sous-sol, c'était dans le garage. Et t'avais toutes les équipes qui avaient des petits. Je vous invite vraiment à aller voir les images sur YouTube qui vont sortir prochainement. Allez vous abonner à la chaîne YouTube, la tête dans le guidon, et comme ça vous pourrez suivre en images. Ça résonnait, donc il faut s'imaginer les gars qui remontent les vélos qui ont été démontés. Il faut imaginer les câbles qui rentrent dans le carbone, qui tapent de partout. Dès qu'il y a un bruit, ça résonne. Dès que les gens parlent, ça résonne. Et c'est une ambiance un peu mystique, tu vois. Et vraiment Batcave quoi. Ouais, avec les lumières un peu jaunes. Vous voyez ces lumières jaunes dans les garages là, tu vois. Je vois très bien. Très sombre. Et il y a cette image, ce plan qui sera dans la vidéo YouTube, qui est magnifique, que Capucine a fait d'ailleurs, où tu vois les cyclistes partir à l'entraînement et sortir du garage, tu vois. Genre... oui, j'avais déjà eu l'occasion de voir des images de ça, mais c'est vrai que c'est des choses que nous, on n'en parle pas beaucoup, et du coup, c'est ça qui est marrant, que nous, on ait vécu cette expérience et qu'on puisse vous la retranscrire, enfin nous, que toi, Grégoire, tu l'aies vécu, que tu puisses la retranscrire dans ce podcast et via des vidéos pour montrer toute l'organisation du truc. Et du coup, après, ça s'est passé comment le jour de la course Le jour de la course, tout simplement, je te propose simplement qu'on parte directement dans une petite immersion, parce que j'ai pris le micro juste avant le départ, une ou 2 heures avant le départ de la course de Québec, et je te propose qu'on aille directement sur place pour qu'on parle un peu de comment ça se passe.
Je vais vous décrire un peu l'atmosphère qu'il y a ici. Par exemple, je suis dans la zone VIP, juste à côté de la ligne d'arrivée. La ligne d'arrivée est montée, tout en noir avec le logo par-dessus. C'est assez joli. On est face à un gros château. Il y a l'ambiance vraiment québécoise très sympa avec plusieurs stands, les marques, les exposants, de quoi aller servir des cafés. Il est 9h45 du matin. Les coureurs, à mon avis, sont encore au café ou alors un peu avec les mécanos. La présentation des équipes est prévue à 10h05. Et on va aller la suivre de très près parce qu'on a fait un petit challenge hier avec les gars de la Cofidis. Et même si j'ai perdu et que j'ai dû me faire une coupe mulet, je suis un peu dégoûté, et ben les coureurs vont lâcher un petit dab, vous savez ce geste un peu démodé sur le podium. Et ça va être très marrant de suivre ça de loin. Faudra que vous alliez voir toutes les images sur la chaîne LTDG Cycling. Ça va être super cool à suivre. J'ai envie qu'on aille voir un peu ce qui se passe dans la zone VIP et au podium. On se retrouve là-bas. Ici, au bord du podium, il y a une très bonne atmosphère. Il y a vraiment beaucoup de monde. C'est marrant, les Québécois sont vraiment dans la rue, même si bon, il est 9h50 du matin, bientôt 10h. Là, il y a Michael Matthews qui vient de passer l'arche, qui va passer devant tout le monde pour bientôt monter sur le podium. Il y a la Groupama FDJ qui arrive aussi avec le champion de France Valentin Madouas. Et sur le podium, il y a Binyam Guirmet qui avait fait podium l'année dernière et qui pourrait, pourquoi pas, être un grand favori aujourd'hui à la victoire. On a aussi vu notamment défiler Arnaud Delis et Warren Barguil pour citer d'autres favoris qui sont déjà passés devant le podium. C'est marrant aussi, ils ont fait venir la Fédération canadienne des jeunes licenciés dans les clubs de cyclisme qui sont là pour tenir les vélos des professionnels pendant qu'ils sont sur le podium. Donc je me dis que c'est vraiment très sympa pour eux qui n'ont pas l'habitude de voir ça sur le... Le World Tour ne vient pas souvent sur le continent américain. Je crois que c'est les deux seules courses UCI World Tour sur le continent américain. Et bah là, ça leur permet d'être vraiment proche des coureurs, de tenir leur vélo. Et c'est une super opportunité pour eux. On allait chercher les chasubles pour être au plus proche vraiment des coureurs de l'événement pour les photos et pour les vidéos. Et après, on va essayer de directement aller voir les paddocks pour voir comment ils préparent les vélos et les coureurs à la course. Parce qu'il me semble que c'est assez spécial ici. C'est pas les paddocks qu'on a l'habitude de voir. Génial, ce petit Insta est vraiment génial. Ça me donne vraiment envie d'y aller. J'ai un peu les boules de pas y avoir été. Mais vraiment, moi j'ai envie de rebondir sur un truc avant de détailler toute l'organisation. Explique-nous ce mulet, Grégoire. Là tu l'as plus, mais pourquoi t'as fait un mulet? Pourquoi t'as laissé Axel Zinglet te saccager les cheveux? Mais en fait, je t'explique. Je t'ai parlé du mardi, tu sais, on est allé faire les recos sur l'île d'Orléans et tout ça. Le mercredi avant la course, en gros, ils avaient tous 1 heure de déblocage, mais rien d'autre à faire. Et du coup, je me suis dit, bah vas-y, on a un peu poireauté avec les CM de l'organisation, avec Capucine, on s'est mis dans une salle, on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire comme contenu? Et eux, ils avaient plein d'idées de contenu. Et j'ai fait, moi, il faut que je trouve un truc à faire. Du coup, bam, j'envoie un message sur Insta à Eddie Finet et Axel Zinglet, parce que c'est des potes et je sais qu'on s'entend bien et qu'ils répondront. Et on dit, venez, on descend, on fait un FIFA. Et en gros, ils avaient une salle à eux, un peu comme, tu sais, les foyers au lycée, pour pouvoir se poser. Il y avait un baby-foot, tu pouvais boire des cafés et tout. C'était vraiment l'espace des pros. Et bah moi, vu que j'avais accès, j'étais un peu le seul avec leur gars qui avait accès. Et parce que les pros ils me disaient d'y aller, et du coup j'y suis allé et on a fait un FIFA. Et du coup là, on commence à jouer à FIFA et je vois, je leur mets une tôle, je leur mets 4-0. Je leur fais écouter les gars, on va faire une vidéo, ce serait bête de pas faire de vidéo de ça. Donc là on commence à mettre des caméras à droite à gauche, l'iPhone, la GoPro, l'Insta 360 et la caméra de Capucine. C'était une grosse, ça faisait genre grosse prod, alors qu'il y avait que du matos posé sur des livres et tout, tu vois. Et on a commencé à se filmer en train de jouer à FIFA, la vidéo qui sortira sur YouTube. Et là, je leur ai dit, ok, défi, celui qui perd a un gage. Et j'ai perdu. Et figurez-vous que je me suis retrouvé le jour d'avant de la course de Québec dans ma chambre d'hôtel à 21h après le repas avec Axel Zinglet et Eddie Finet qui me faisaient un mulet. Et avec Pierre-Luc Perrichon qui donnait des conseils, salut Pierre-Luc parce qu'on s'est quand même entendu, qui donnait des conseils aux deux autres parce qu'il avait plus d'expérience sur le coupage de cheveux. Et juste Victor Lafay qui était là pour se foutre de ma gueule. Et c'était vraiment lunaire ce moment, vraiment. Mais ça avait l'air dingue, moi quand je l'ai vu je me trouvais mais c'est génial. Et c'est ça qu'on veut voir dans le peloton. Et c'est aussi ce pourquoi on se bat pour faire la création de contenu. C'est rendre accessible et rendre accessible tout ce monde professionnel, tout ce cyclisme. Parce qu'à la fin c'est des gars cool et c'est des gars qui veulent rigoler et qui font du vélo par passion comme nous tous quoi. Et moi ça m'a fait vraiment rire et j'ai hâte de voir la vidéo, donc j'imagine que vous aussi hein, j'ai plus de cheveux quoi maintenant. Mais voilà, mais maintenant tu t'es coupé les cheveux, t'as plus les cheveux longs, t'as amputé le business plan, mais c'est pas grave non, hein. Mais allez, c'est bon. Je rigole. Parce que maintenant t'es jaloux parce que je suis grave plus beau gosse que toi comme ça. Et du coup pourquoi ils ont fait un dab eux sur le podium?
Ah bah parce que du coup, derrière, je leur ai dit, les gars, sérieux, vous m'avez saccagé, jouez le jeu, au moins faites un DAF sur le podium. Et du coup, il y a cette image magique de Victor Lafay et Eddie Finet qui font un DAF sur le podium. Et en plus, Axel, il est grave détente au moment où il le fait, tu vois. Tu vois comment il est, Axel. C'est un gars, Oui, je vois. il est détente et tout, il lance son dab en l'air comme ça, je sais pas, on aurait dit une vague et tout qui part vers le haut. Même le dame n'était pas maîtrisé. Il reste 2 secondes comme ça, puis il redescend. Alors que Eddie, c'était beaucoup plus chut, chut, à la Pogba, tu vois. Ah, Mais en là, mode, ouais. en mode esquive, j'ai pas envie de faire de photos de ça quoi. Trop drôle. Non, c'était drôle. Non, c'était sympa. Après, en descendant du podium, je les ai checkés, on a rigolé, et après, ils sont partis. Mais moi, j'aimerais revenir sur un truc, je sais pas si t'as parlé, ce détail, c'est les jeunes licenciés des clubs de Québec et de la région qui tenaient les vélos des pros avant de monter sur le podium. Ouais, ça c'est quelque chose que tu m'as montré, que tu m'as parlé. Et je trouve ça cool parce que c'est vrai que, comme tu l'as dit, c'est les seules courses World Tour sur le continent américain. Et c'est bien, ça permet de créer une forte diaspora et des nouveaux passionnés, parce que le vélo on le pratique pas qu'en France. Et je sais que j'avais vu un reportage au Canada, c'est dur de pratiquer le vélo, c'est pas très populaire au final. beaucoup de home trainers, mais en même temps il fait moins 12 3 quarts de l'année, Grégoire. Ouais, c'est ce qu'ils C'est font, beaucoup le de home résultat, trainers. Et j'avais vu un reportage sur Michael Wood qui vient de la course à pied et qui lui s'était blessé comme souvent et s'était mis au vélo home trainer fat bike Ouais, pour oui, récupérer. oui, t'as Et raison. du C'est coup, un athlète, lui, à la base. c'est ça. Et du coup, de par le home trainer est venu au vélo, mais il faut se dire que ces gars-là, ils n'ont pas l'occasion de rouler toute l'année. Et du coup, il faut avoir une énorme force mentale parce que la moitié de l'année, ils sont sur home trainer. Ouais, ou et sur du coup, piste, c'est ou sur sympa. piste, il y a beaucoup de pistes aussi là-bas. Et du coup, c'est sympa de les voir rencontrer les pros et de pouvoir leur donner encore plus envie de s'entraîner pour atteindre ce niveau. Bah carrément, ouais, et puis en vrai il y avait du monde, encore je l'ai dit là, mais il y avait vraiment du monde dans les rues de Québec, et il était tôt le matin, et les gens ils sont venus au podium, ils sont venus au départ, il y avait sur tout le parcours il y avait du monde vu que c'est un circuit, ouais non c'était vraiment, à part dans la plaine d'Abraham là sur le dessus, là il y avait un peu moins de monde parce que c'est beaucoup plus grand, beaucoup plus vaste, mais dans les rues il y avait vraiment beaucoup de monde. On va y revenir de toute façon. Là, je te propose, je t'ai parlé des paddocks, mais on va y revenir. On va faire un tour de circuit. Et le paddock, il se trouve à la fin du circuit, avant la ligne d'arrivée. Donc, pour l'instant, on se retrouve en salle de presse et je vais t'expliquer un peu comment tout ça fonctionne. Allez, go en salle de presse. Je suis à présent dans la salle de presse. Donc la salle de presse, c'est un endroit qui est prévu pour que tous les médias, les journaux se réunissent pour pouvoir suivre la course. Il y a un écran pour suivre la course. Et il y a aussi un podium où il y aura les conférences de presse derrière avec sûrement les vainqueurs, les podiums et les plus grands coureurs, les plus grands acteurs de la course. En fait, je suis venu ici pour me poser, pour pouvoir, avec Capucine, pour dérush. Donc ça veut dire trier tous les plans vidéo, tous les plans photos, commencer à faire du montage pour faire des stories, pour faire des contenus pour TikTok, pour Instagram, et aussi commencer à voir où on en est aussi au niveau de la vidéo YouTube, parce que c'est compliqué de gérer tout ça en même temps avec le podcast aussi. Et il y a quelques instants, on était sur la ligne, et je vais vous parler de ce moment sur la ligne, c'était exceptionnel. Il y avait encore les licenciés canadiens, les jeunes, qui étaient donc posés devant et qui portaient les dossards des meilleurs coureurs des années précédentes, des coureurs canadiens. Il y avait Benoît Cosnefroy qui a gagné avec Mathieu l'année dernière, avec Mathieu et Binyam Guermay aussi, c'est le podium. Mais il y avait aussi des coureurs importants comme Julien Alaphilippe, il y avait Michael Woods aussi, et puis Hugo Houle, Guillaume Boivin et Derek G, donc les coureurs canadiens ou alors même de Québec. Et c'était très sympa. Et après, il y a eu un moment de rush où en mode le départ va être donné, on avait plus que 2 minutes, donc on a tous couru pour aller se mettre beaucoup, genre 100 mètres plus loin, où il y avait un petit renfoncement dans les barrières pour que les photographes et les vidéastes puissent se caler et regarder les coureurs partir. Et là, à ce moment-là, du coup, c'est parti d'un coup, c'était un peu le rush. Et pour tout vous dire, Capucine, qui était un peu trop avancé, a failli se prendre un coureur qui voulait remonter par la gauche en profitant de ce renfoncement pour aller attaquer. Et d'ailleurs, c'est parti à donf parce que c'est parti vraiment à fond. Et il y a un coureur de la team Novo Nordisk qui a attaqué, et il y a Kevin Ginette qui l'a directement suivi. C'était un très beau moment. Et donc là, on se pose, on dérush, et on se retrouve tout à l'heure. Je suis allé réserver pour monter sur la moto. Alors, je sais pas si je pourrais vous parler sur la moto, mais dans tous les cas, je vous parlerai de cette expérience sur la moto au milieu de la course. Je me suis déplacé sur le circuit, là je suis dans la côte de la montagne, donc il y a 300 mètres à 7,7%, mais il y a des passages à 13%, et c'est à mettre un des endroits clés du parcours. C'est magnifique. Alors il y a un petit pont qui est juste au-dessus de la route, et du coup les coureurs vont passer dans ce passage à 13% avec le petit pont juste au-dessus, et il y a énormément de monde. Alors c'est un coin vraiment qui est squatté par les photographes forcément et tous les vidéastes, parce que c'est hyper photogénique, hyper télégénique. Et en plus ça peut être l'un des moments clés de la course. L'échappée a toujours environ 3 minutes d'avance, ils sont 4 à l'avant. Derrière c'est toujours contrôlé par la Intermarché et par la Tudor. Que vous dire d'autre sur l'ambiance? Les Québécois sont au rendez-vous malgré les risques de pluie. Alors il n'y a jamais eu la pluie sur la course de Québec. Et cette année ils prévoyaient de la pluie.
pour l'instant c'est toujours pas tombé, donc on espère que ça va continuer comme ça. Et pour se déplacer sur le circuit, d'ailleurs je vous ai pas expliqué comment ça se passe. Nous on a des chasubles vert fluo avec marqué photographe dessus avec un numéro. Et en fait grâce à ça, il y a des navettes derrière le peloton qui tournent autour du circuit. Chaque tour ils prennent des photographes et ils nous déposent où on veut. Donc on lève la main, ils nous prennent, on lui dit tu peux nous déposer là s'il te plaît, ils nous déposent ici. Donc voilà, on attend le passage des coureurs et on va voir si la physionomie de course a changé. En tout cas, toujours une grosse ambiance à Québec avec du monde. Et même si c'est pas un sport très populaire ici, le fait qu'il y ait une course comme ça, World Tour en ville, la seule du calendrier américain, je vous rappelle, eh ben, ça ramène quand même pas mal de monde dans les rues de Québec. Je suis dans les stands des équipes à 150 mètres de la ligne. Et donc là c'est un endroit un peu spécial en fait, t'as toutes les équipes qui sont mises avec des chapiteaux et il y a les mécanos avec les vélos, les roues de rechange, c'est là que aussi il y a les ravitaillements, donc ils sont en train de passer les bidons, là par exemple il y a tous les assistants qui sont mis le bord de la route, le long de la route avec plein de bidons dans les mains, ils lèvent les bras et ils attendent que les coureurs passent, c'est vraiment le point du circuit où si tu veux récupérer à boire ou à manger, bah c'est ici que tu peux. Et t'as aussi des coureurs qui abandonnent déjà, tu vois, on est à 11 tours du final et il y a des coureurs qui ont déjà mis la flèche, donc mettre la flèche c'est une expression cycliste qui veut dire abandonner. Là le peloton va passer, c'est magnifique, ils vont d'abord sortir des remparts du Vieux-Québec et du coup ils vont débouler sur la dernière ligne droite en faux plat montant avant la ligne d'arrivée et tous les assistants vont donc essayer de ravitailler leurs coureurs. Généralement il y a un coureur par équipe qui va récupérer les bidons, qui prend le risque, qui recule un peu pour prendre le bidon et qui va les ramener à ses leaders. Merci Grégoire de m'avoir fait vivre cette course de l'intérieur, de nous avoir fait vivre cette course de l'intérieur. C'était vraiment super intéressant de savoir un peu les coulisses, comment ça se passe. Et mine de rien, même juste avec le son, j'ai réussi à moi, je sais pas vous, dites-le nous, faites-nous nos retours sur Instagram. J'ai réussi à m'imaginer ce qui se passait, l'ambiance autour. Et du coup maintenant je voulais savoir, il se passe quoi après la course, après que les coureurs aient passé la ligne, comment ça se passe Grégoire? Bah déjà t'as Arnaud Delis qui a écrasé la concurrence sur l'arrivée au sprint, c'était vraiment impressionnant parce qu'il a déboulé de nulle part. Et nous on était derrière la ligne, dans un espace photographe. Et là il est arrivé de très loin, tu vois. Et il est sorti de je sais pas d'où, un sprint ultra puissant, sans personne comme ça. Et il allait s'imposer, c'était magnifique. Et après, bah, en gros, il y a tous les coureurs qui passent la ligne et qui se font ravitailler. Il y a tous les assistants qui les récupèrent, qui leur disent ouais, qui leur donnent de l'eau, qui leur donnent à manger. Ils refont un peu ce qui s'est passé. Il faut savoir qu'ils étaient dégueulasses, les coureurs, ils étaient tout noirs. Pourquoi? Mais en fait c'est tellement pollué là-bas, enfin t'es en ville, c'est un circuit en ville, qu'ils étaient noirs de pollution genre. Ah ouais? Ouais, c'était pas... Ah je savais pas du Ou tout. c'est les routes ou la pollution, je sais pas, mais ouais ils étaient... Et il y avait pas de boue, de pluie? Bah je sais pas, non, c'était dégueulasse. J'en parlais avec, je sais plus avec qui, avec Eddie je crois qu'il me disait ouais, c'est dégueulasse. Mais voilà, et après en fait hop, ils font en conférence de presse les vainqueurs. Donc la conférence de presse, j'y suis allé, il y avait Arnaud Delis, il y avait Arnaud Delis et je me souviens plus qui d'autre. Il y avait peut-être même Matthews aussi. Enfin, je sais plus. Mais en tout cas, il y avait Arnaud Delis qui a gagné, c'est sûr. Il y avait des... Oui, c'était franchement un beau plateau. En plus, c'est des beaux noms. Delis, un des meilleurs sprinteurs de la saison. Donc, ça devait être génial de les voir gagner en direct et de les voir passer la ligne. Petite, ouais, il y a une vidéo aussi qu'on avait fait tourner, enfin que j'ai mis dans un montage qui avait été pris par le CM. En fait, c'est il monte, il rentre dans la salle de conférence en faisant un wheeling. Arnaud. Ah, c'est un showman un peu ce gars. Non? Ouais. Enfin, l'arrivée de la course, moi, c'est un moment que je kiffe parce que t'as ce moment où t'as pendant 2-3 heures, 4 heures pendant la course, t'as de l'excitation de zinzin. Et après, tu vois, il y a ce calme, tout le monde est séché. T'as le gagnant qui célèbre et après, t'as ce calme, les assistants qui viennent donner des sats aux coureurs. En fait, t'as une équipe qui se félicite, qui célèbre. Et ouais, effectivement, le reste est très calme et posé. Répondent aux questions des journalistes et après vont se doucher quoi. Le départ était à 200 mètres de l'hôtel, ils sont directement allés rentrer à l'hôtel par le garage et hop, petite douche quoi. Ouais, petite douche et ils se posent. Ils font quoi le soir d'ailleurs, le soir de la course? Là, ils préparaient le transfert vers Montréal le lendemain matin. Donc, en gros, il y avait une grande salle de déjeuner dans l'hôtel où tout le monde, les journalistes, l'organisation et les coureurs, les bénévoles, tout le monde on mangeait tous au même endroit, dans une même grande salle. Et ouais, non, ça c'était cool, on était dans le même buffet, tu vois, ce qui fait qu'au buffet j'ai pu me retrouver d'ailleurs Skelmose qui pesait ses fruits. Un vrai cycliste. Et genre il pesait ses fruits, moi j'attendais derrière lui pour prendre des fruits parce que ouais, je fais attention à ce que je mange, j'allais pas prendre de gâteau au dessert. Et genre il pesait ses fruits et je voyais il était pas bien, genre il tremblait, il transpirait parce que j'étais derrière lui, j'attendais, et il avait pris sa balance, il l'a sorti de la poche, il l'a posé, il a pesé ses fruits, il a rangé la balance dans sa poche, il a fait genre comme si personne ne
elle avait Alors vu, que elle c'est est la fin de la partie. saison, alors qu'il faut dire que les grands tours sont passés. Généralement, Québec et Montréal, c'est plutôt Ouais, c'est plus détendu. c'est plus Moi, détente, tu vois. C'est plutôt, tu vois des gars prendre plusieurs parts de cheesecake parce que c'est c'est tranquille et c'est la fin de saison, tu vois. C'est moins strict que le reste de l'année. Mais, mais moi, ce moment, il m'a particulièrement marqué. Enfin bref, voilà comment ça se passe vraiment après la course. Et là, moi, je te propose qu'on passe une transition parce que le lendemain, on s'est levé et on a été encore mis dans un car. Alors cette fois-ci, on était avec la Ineos et la DSM. Je me souviens, Ça devait être génial. je me souviens surtout de Marco Brenner qui fait très très jeune. Ah ouais. Ouais, celui qui a été privé de Vuelta, tu sais, Ouais. parce qu'il a changé sa position sur son vélo. Ah oui, j'ai vu. Et ouais, il était là. Et du coup, ouais, on est parti parce que c'était pendant la Vuelta en plus. Donc, transfert à Montréal. Et en arrivant à Montréal, donc pareil, un grand hôtel magnifique en plein centre de la ville. Là, Québec, tu vois, ça fait petite ville fortifiée, un peu en mode vieux Lyon, non, on est lyonnais, tu vois, un peu en mode vieux Lyon. Ouais. Là, ça fait vraiment Ouais, grande ville quartier américaine. Pardieu, quoi. Ouais, ok. Ça fait quartier des affaires à Paname. Ok, ouais. Genre, C'est la vraiment, défense, ouais, Grande mais- ville américaine, quoi. Ouais. Là, tu te crois vraiment. Là, tu dis, ok, là, je suis au State. Là, je suis bien aux États-Unis. Je suis sur le continent américain, pardon. Et voilà. Et en fait, il y avait une conférence de presse parce qu'en 2026, les championnats du monde auront lieu à Montréal. Ok. Et du coup, là, c'était un peu le lancement du projet Montréal 2026. Ça avait l'air une expérience de dingue en vrai que Bah, t'as c'est- vécu, t'as c'est tout quoi vu. C'est quoi on y Ouais, va. allez, je te laisse. Petite prise de micro qui n'était pas prévue. On est le samedi entre la course de Québec et la course de Montréal. Et on se retrouve sur la ligne d'arrivée de Montréal parce qu'il y a un événement très important aujourd'hui. L'inauguration, le lancement en fait de la campagne jusqu'à Montréal en 2026 parce que les championnats du monde de vélo auront lieu à Montréal en 2026. C'est hyper important pour le Canada. Ils sont très fiers d'accueillir les championnats du monde de cyclisme chez eux parce que c'est pas la plus grosse terre de cyclisme qu'on connaît. Donc là, il y a une photo avec des élus. Il y avait Kwiatkowski et Julien Alaphilippe, qui sont les deux anciens champions du monde présents sur les courses ici en Amérique. Et il y a aussi les élus de la ville de Montréal, quelques représentants de l'UCI et bien sûr l'organisation des Grands Prix de Québec et Montréal. Et donc ils ont fait des photos officielles. Et après il y aura une conférence de presse qui va se passer juste derrière pour vous donner un ordre d'idée. Il y a la ligne d'arrivée et sur la droite il y a des tentes avec des chaises qui ont été installées et la conférence de presse va se tenir là-bas. Donc je vais aller écouter ce qui se dit, je vais prendre des notes. Et je vous ferai un petit récapitulatif de tout ça. En attendant, sur la même journée, ils organisent aussi un critérium pour les amateurs. Donc c'est marrant, les amateurs vont pouvoir faire la course sur le même circuit que les professionnels. Donc ça, c'est vraiment un gros kiff pour eux. Et du coup, on va aussi un peu suivre cet événement, le faire vivre de l'intérieur. Et on va aussi sûrement croiser, on a déjà croisé pas mal d'équipes. Par exemple, l'équipe du Canada qu'on vient de croiser. On a croisé aussi la Soudal Quick-Step, la Ineos, qui sont ici pour reconnaître le circuit pour demain, se débloquer un peu. Parce que ce matin, ils ont quand même eu 3 heures de quart. Et on sait que le lendemain de course, 3 heures de quart le matin, ça peut facilement un peu casser les jambes. Génial cette petite explication, merci beaucoup Grégoire. Moi j'avais une petite question déjà. C'est vrai quand on pense professionnalisme, on pense vraiment que c'est organisé au millimètre près, que les coureurs sont parfaits pour la récupération, mais on voit que finalement c'est pas optimal, hein. Même chez les pros, le fait de faire une course à Québec, de prendre le quart le matin, et ben C'est comme tout le monde. ils sont pas optimisés à mort, quoi. Ils doivent être fatigués, hein. Non mais ça, pour moi, ça n'a pas lieu d'être. Parce qu'en gros, c'est comme tout le monde. Sur un grand tour, c'est pareil. Ouais, Tu termines ta course, tu fais un transfert. Bah, là, Mais justement, c'est pour casser un peu l'idée de se dire que les pros ont toutes les choses parfaitement. Eux ouais, aussi, je peux c'est te pas dire- forcément je peux te très dire- agréable. Je peux te dire, pour les avoir croisés dans les couloirs et tout, ils étaient dégoûtés de partir rouler dans Montréal juste 1 heure pour juste se débloquer, faire tourner les jambes pour enlever les toxines, parce qu'ils sont restés assis, ils ont eu le transfert et tout. Ouais, c'était dégoûté d'aller rouler dans Montréal, quoi. Ouais, j'ai vu Victor, parce que je l'ai croisé après, il faisait une sorte de dédicace. Attends, il me disait quoi? Il m'a montré son compteur, il avait 22 de moyenne. Ouais, donc il a dû s'ennuyer, quoi. Bah ouais, bah, tu t'arrêtes à tous les feux, bah, t'es en ville, quoi, il y a les bouchons. Il fallait qu'il déroule. Et c'est marrant parce qu'il passait sur le circuit en fait, et le circuit était fermé parce qu'il y avait le critérium national. Et qui est en gros une grosse course chez eux en fin de saison dans le circuit amateur. Et voilà, et après tout le monde est rentré en fait à l'hôtel et le lendemain c'était la grande course de Montréal. Il faut qu'on en parle parce que c'était vraiment l'apocalypse. Bah, je te propose qu'on passe directement sur la grande course de Montréal, parce que ouais, il y avait des choses à dire, et c'est Adam Yates qui s'est imposé, non? C'est Adam Yates qui s'est imposé devant Pavel Sivakov. Magnifique. Et je me souviens aussi du numéro de Florian Vermeersch.
qui a fait presque la course en échappée devant, mais il faut dire que c'était un bordel. Alors déjà pour la course de Montréal, je suis arrivé, on est arrivé tôt le matin et tout, il pleuvait, c'était le déluge les amis, c'était insupportable. Mais j'ai même pris une réflexion de Benoît Cosnefroy parce que je suis monté, j'ai fait le premier tour dans la voiture du directeur sportif d'AG2R et avant de partir, du coup j'étais sur la tente avec AG2R, il y avait tout le monde qui se frottait quand ça pleuvait, non? Oh, ils avaient trop froid et tout, et il y a Cosnefroy, il fait putain qu'est-ce que j'aimerais être influenceur. Tu m'étonnes. Parce que finalement, on idéalise le métier de pro, mais le métier de pro, c'est aussi faire du vélo sur la pluie quand il pleut. On te demande pas ta question. C'est pas que du bonheur. Hein. Ouais, il y en avait quelques-uns qui souriaient sur la ligne d'arrivée, notamment Alaphilippe. Tu sais le coup qu'il m'a fait Alaphilippe d'ailleurs à Montréal le jour où j'arrive à l'hôtel. On va dans l'hôtel. En gros, il y avait qu'un seul ascenseur. Il y avait je sais pas combien d'étages, donc ça bloquait de partout. C'était insupportable. T'imagines, il y a les 400 personnes qui arrivent au même moment dans un hôtel avec genre il y avait 4 ascenseurs, mais ça bloquait parce qu'il y avait des mecs qui allaient au, je sais pas, il y avait 30 étages. Je crois que j'étais au 23, un truc comme ça là. C'était énorme. Immense. Et c'était bloqué, on était plein. J'étais dans l'ascenseur comme ça, d'ailleurs j'étais à côté de Valentin Madouas et il y avait Lewis Sasuke, la Danius, enfin il y avait la FDJ quoi. Ouais. Et là il y a Laf qui arrive et fait ça passe, il arrive, il fait semblant de nous sauter dessus dans l'ascenseur. Ouais, c'est la bonne ambiance quoi, ça fait plaisir. Ouais vraiment. Enfin bref, voilà, tout ça pour dire que sur la ligne d'arrivée quand il pleuvait des cordes, bah Alaphilippe c'était l'un des seuls qui faisait des sourires à la caméra de Capucine et qui rigolait. Ouais, très sympa. Mario et Alaphilippe ils sont trop gentils de toute façon. Et tout le monde est trop gentil en fait, tout le monde il est trop gentil, il y a pas de méchants. Ah ouais. Ouais. De toute façon, s'il y a des méchants, tu le dirais pas dans le podcast. Quoi. Ouais. et il pleuvait des cordes et tout et j'ai même Barguil, je m'en souviens, conférence de presse, il râlait, genre conférence de presse, il était obligé qu'il y ait un mec qui leur tienne le parapluie, tu vois, pour pas qu'il se fasse mouiller pendant l'interview. Ah non, c'était quelque chose, hein. C'était vraiment... C'est des souvenirs qui a gravé à vie, Grégoire. Ah ouais, Montréal, là, c'était l'apocalypse, hein. Ouais, mais c'était très cool, le podium, la présentation des équipes, c'était très cool, tout le monde était sur la pluie, j'ai rencontré une journaliste, elle est flamande. Ok. Trop sympa, on parlait, tu vois, en fait ce qui était cool c'était surtout de rencontrer des gens de plein d'horizons différents et même les Québécois ils sont différents, enfin bref. Oui, c'est vraiment le partage du cyclisme à travers le monde et en dehors de l'Europe, comme tu dis, t'as déjà dit, le cyclisme est un sport quand même très européanisé. Alors au début de saison on a des courses un peu partout, en UAE, en Down Under là en Australie, mais ça reste quand même très très européen et du coup c'est intéressant d'aller voir ce qui se passe sur les continents. Et nous d'ailleurs c'est ce qu'on aimerait bien faire en 2024, en 2025, vous montrer ces courses exotiques dans d'autres pays et comment ça se passe et c'est quoi le vélo, le vrai. Voilà, et la relation qu'ont le monde entier, les autres continents avec ce sport. Mais là il y avait du monde même sous la pluie, disais, oui. Même sous la pluie il y avait des tribunes devant la ligne qui étaient pleines, il y avait le fan club de Binyam Guirmeil, il y avait du monde. Bref, le premier tour je fais le start avec le DS d'AG2R. Et donc je suis dans la voiture comme ça devant, on discute, c'était grave sympa, enfin c'est toujours des moments hyper enrichissants, même si au final c'est pas la meilleure position pour voir la course dans une voiture de directeur sportif parce que on était genre en 7ème, 8ème position, 10ème position, un truc comme ça, tu vois, dans les 10, et du coup bah tu vois pas du tout le peloton, tu vois les lâchers. On a vu Mathis Louvel qui était lâché d'entrée notamment, qui a eu un problème mécanique, donc quand t'es lâché dans la première côte du circuit, c'est qu'il pleut boule, des cordes et tout, je me suis dit purée c'est dur là, tu vois, il s'est infligé presque 2 tours pour revenir sur le peloton, la galère. Franchement c'était vraiment une journée galère, personne voulait aller devant. Tu vois, moi j'ai fait un tour et après on est directement à l'escalier en salle de presse avec Capucine et on s'est dit vas-y on fait beaucoup d'images, on pouvait pas monter tellement il pleuvait des cordes et nous notre business plan c'est enfin le comment on travaille c'est c'est vraiment le montage instantané sur les événements, là, couvrir l'événement en instantané. Là tu pouvais pas parce qu'il pleuvait des cordes, le téléphone il buguait tellement ça pleuvait, on était trempés, du coup on allait se mettre en salle de presse et on est revenu beaucoup plus tard, salle de presse trop sympa avec communication active qui s'occupait de nous au petit comme des petits rois, on avait nos cafés, notre déjeuner et tout et c'était vraiment sympa, on pouvait suivre la course aussi sur des écrans géants et après hop on est retourné sur le circuit pour voir les derniers tours. J'ai fait qu'un tour moi, du coup j'ai même pas chopé la moto encore parce que je l'ai pas vu en fait passer. Ah c'est dommage. En fait j'avais pris au 17ème tour et du coup je me suis pointé au 17ème tour alors qu'il fallait se pointer au 16ème. Enfin t'as compris le glitch. Ouais, j'ai pas été bon, hein, mais voilà, non, une grosse course et l'ambiance à l'arrivée quand Adamiès il franchit la ligne, c'était trop cool. Bon, Sivakov il s'est fait torcher au sprint, mais en même temps c'est normal. Tu sens l'ambiance qui monte, tu vois, avant qu'ils arrivent et la pluie et tout, et ils étaient dégoûtés les cours. Enfin, ils étaient tout pleins de. Ils ont pas l'air de. Je croisais Alaphilippe après la ligne d'arrivée, j'ai fait ça s'est bien passé. Ouais, il fait bah.
Bon, enfin, ouais. Ouais, ça s'est passé quoi. Ouais. Et tu sais, une course sur la pluie, que tu sois pro ou amateur, c'est jamais agréable. Surtout c'est urbaine. dangereux, tu dois faire attention, c'est stressant, t'as pas envie de tomber, c'est la fin de la saison, tu pars en vacances après, donc t'as pas envie de te faire la jambe quoi. Surtout une course urbaine, quoi. Ouais, c'est ça. Parce que tu sais, Mais ouais. moi je voulais revenir sur un truc, c'est quoi l'ambiance du coup à la fin de cette course quand il pleut, les coureurs ils restent un peu ou ils rentrent directement? Est-ce que tu peux échanger avec eux? Est-ce qu'ils prennent le temps de répondre aux journalistes? Est-ce qu'ils vont voir le public? Ouais, t'en as qui allaient voir le public. T'en as qui allaient voir le public. Je pense à. Moi, c'était proche de du coup, l'arrivée de Greg Van Avermaet. C'était la dernière fois à Québec, lui qui avait une très forte relation avec cette course. Lui, il a pris le temps de kiffer. Il est resté au milieu. Il respirait, tu vois. Ça se voit, il était dans le. Putain, d'ailleurs, gros, ça, c'est mon glitch. J'ai pris une photo de lui, je l'ai mis sur ma story privée. Il m'a reposté. Et Qui c'était ça Van Avermaet. Et Putain, bon, c'était sa seule story de la journée. Mais, du coup, t'es photographe maintenant? Ouais. J'ai des skills en photo. Non, mais c'était stylé. Et ils prenaient le temps d'aller voir le public. Et finalement, il y avait du monde. C'est ces moments où ils veulent des photographes, des photos. Et après, moi, ils sont accessibles avec moi parce que du coup, tu sais, ils ont l'habitude de nous voir maintenant. Donc, c'est différent. Mais oui, ils répondaient à des journalistes et ils prenaient le temps quand même. Mais c'était. Et après, il y avait ceux qui n'avaient pas le podium. En gros, ouais, ils sont rentrés directement à l'hôtel. Tu Pareil qu'à m'étonnes, Québec. ils vont pas rester sous la pluie tout dans Après, le il pleuvait plus trop à la fin, mais ils étaient trempés, quoi. Ok. Et ils étaient trempés. Et voilà. Mais ouais, et en fait, ce qui était cool, c'est plutôt que le soir, après la course, on s'est tous retrouvés, on allait boire un petit coup. Enfin, c'était vraiment le soir après l'étape, c'était détente. Je pensais à l'organisation. Là, je profite, c'est la fin du podcast. Je fais dédicace à toutes leurs gars, tous les gens que j'ai rencontrés là-bas. Genre, pour moi, je te le dis, hein, t'as raté la meilleure organisation. Ouais, de mais l'année. ça, je le sais, et j'ai hâte d'y retourner en 2024 pour vivre ça. Et surtout J'espère. très bien, parce que là, c'est la fin de la saison cycliste, mais n'oubliez pas que LTDG, ça va être du cyclocross, ça va être aussi du ski cet hiver, et après la saison, elle va reprendre très très vite, et du coup, on veut vous montrer tout ça, tout ce qui se passe, et notamment dans la saison de cyclisme en 2024, et là, la première année, c'était vraiment la découverte, la deuxième année, on Gros, sait ce qu'on va vous tu vas montrer. kiffer. Ça va être incroyable, et on a hâte d'y retourner, quoi. Là, j'espère qu'on va y retourner. Et honnêtement, les gens, mais c'est que des pépites, les Québécois, même les non-Québécois. Il y avait des Français et tout qui organisaient. Mais tu sais, j'ai pas envie de faire du name drop comme ça parce que si je cite des noms, on en parlait hier, Ouais. on était au TikTok Award. Il y en a qui commençaient Ouais, à ils commençaient à dédicacer leurs soeurs, leurs frères, leurs potes, et à la fin ils faisaient, et j'en oublie plein d'autres. Et tu te dis pourquoi j'ai commencé à faire une dédicace, parce que après t'oublies des gens, et les gens que t'as oubliés Mais ils moi, sont je prends pas le vexés. risque. Du coup tu dis je dédicace tous les frérots, tu vois. Ouais, tous les frérots, toutes les sœurettes. Non, mais je prends pas le risque. C'était ouf. Imagine, j'en oublie. Et non. Non, mais je dédicace tout le monde. Genre, enfin, tout le monde, ils se reconnaîtront. Franchement, j'ai fait des belles rencontres et je considère ces gens comme des potes, même si je Bah j'imagine, et c'est des relations liées au sport que tu vas garder J'écoutais, pour les années à venir, quoi. Une chanson là de Giorgio justement, et il disait c'est marrant, mais dans les voyages t'as un truc, en gros c'est ouf, mais tu crées des relations, des trucs qui sont hors de ton temps, hors de ta vie réelle entre Ouais. guillemets, et du coup c'est beaucoup plus fort. Et moi franchement j'ai kiffé. On avait une belle bande, c'était que du kiff, on allait boire des bières des soirs avec l'organisation, c'était sympa. À tous les niveaux, les gens étaient gentils, tout le monde est souriant. Les bénévoles, tu sais que j'ai parlé à la fin de Québec, je parlais 15 minutes à des personnes, ça faisait genre 10 ans qu'ils venaient faire du bénévolat sur cette course. depuis Incroyable. 2 ans. Mais Vraiment, le dédicace, ils avaient genre 60 ans, 65 ans. dédicace à tous les bénévoles, faut pas C'était oublier que hardcore, sans eux il y aurait pas de course, même au niveau professionnel, et au niveau amateur on n'en parle pas. Et ouais, non mais ouais, c'était trop cool. Voilà, mais merci d'avoir écouté le podcast. J'espère qu'il vous aura vraiment parlé. Fait voyager. Fait voyager aussi. Et j'espère qu'on aura bien géré ce format avec des insides et tout ça parce que c'est un peu nouveau pour nous. Bah voilà, qu'est-ce que t'as pensé de ce récit, toi, Monstre Ligno? Bah, moi ça me donne juste envie que la saison reprenne. Là j'ai un peu les boules que ce soit la trêve, mais merci Grégoire de nous avoir raconté ça, de nous avoir fait vivre ça sur les réseaux sociaux. Je voudrais juste inviter les auditeurs du podcast à aller voir notre contenu sur que ce soit sur TikTok, Instagram ou même les autres plateformes YouTube. Les vidéos vont arriver sur YouTube, La tête dans le guidon ou LTDG Cycling. Je pense que c'est important de soutenir, d'aller voir sur YouTube parce que là je suis en train de terminer les montages des vidéos, les tournages et tout, et en vrai je vais vous raconter cette aventure avec les images sur des formats de 15-20 minutes et avec entre 5 et 7 épisodes pour vous raconter les 5 jours que j'ai vécu là-bas, tellement il y a de choses à raconter, tellement il y a d'anecdotes, et là il y aura les images, donc ça peut être aussi très sympa. Donc merci beaucoup d'avoir suivi ça, faites-nous vos retours et puis on se dit à une prochaine, et merci de nous permettre aussi de vivre ce genre d'aventure exceptionnelle. Merci à tous les amis, gros bisous.